commencer. Hein. Le décompte est passé déjà. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans les Tech Talks des Live Day sur ce sujet des libertés numériques dans les pays francophones d'Afrique. Cet webinaire sont en lien avec une étude sur les libertés numériques et cette étude adresse une état des lieux des libertés numériques dans quasiment 26 pays francophones en Afrique. Et on pense que cette étude, c'est super important vu l'évolution des numériques partout dans le monde, pas qu'en Afrique, mais partout dans le monde. Et ça pose pas mal de sujets aussi, pas que sur les avantages de l'usage du numérique, mais aussi les risques et les challenges qu'on observe autour du sujet du numérique. Et l'AFD, je pense que aussi ce sujet du numérique, c'est super important, vu que ça touche aussi sur les enjeux du développement durable autour des droits humains et autour des démocraties. Et on pense que c'est important pour avoir une étude unique. Et je pense que c'est les premières études avec cet niveau des détails plus robustes. Et je voudrais dire merci à tous les participants qui nous rejoignent. Merci de nous indiquer quel pays qui vous vient, quelle organisation dans les chats. Il y a un chat juste à droite de l'onglet. Il y a un chat juste à droite. Et sentez-vous libre pour poser des questions parce que l'idée, c'est pour avoir un vrai échange autour de cette étude parce qu'on ne connaît pas tout et peut-être il y a certains aspects qu'on n'a pas pris en compte dans cette étude si importante, pas qu'en Afrique, mais partout dans les mondes. Donc, sentez-vous libre, utilisez les onglets questions, les onglets chat pour discuter entre vous, partager vos connaissances, envoyer les liens. Et aussi, vous pouvez même liker les questions qui est posées. Par exemple, si quelqu'un pose une question, on peut liker les questions pour que ça sera posé. Et tout au long de cette webinaire ou cette conférence qu'on a, on va avoir un moment de présentation des études, bien sûr, et on va avoir un moment de questions avec les panels. Donc, il faut sentir libre pour poser toutes les questions et un moment d'échange plutôt libre sur pas mal de questions autour de cette thématique. Donc, je voudrais dire merci à tout le monde et je passe la main à Claire pour faire une introduction des intervenants, les speakers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Il s'agit d'Olivier Allais, Éric Da Silva et Gabriel Fonladoza. Donc, je vais vous les présenter brièvement avant de leur laisser la parole. Alors, Olivier Allais est coordinateur de programme droit numérique et accès à l'Union internationale de télécommunications à Genève. Il est détaché de l'AFD depuis le début de ce mois, 1er juin 2023, où il dirigeait le développement des affaires pour la division numérique et a conçu un programme de 15 millions d'euros pour organiser la réponse numérique à la crise de la Covid-19. Il cumule plusieurs expériences de développement en Afrique de l'Ouest et notamment au Burkina Faso, Mali, Libéria, mais aussi aux Comores et Somalie. Et par ailleurs, il a dirigé plus récemment
un programme de 24 millions de dollars visant à fournir une assistance en matière de sécurité de l'information aux organisations de la société civile, aux militants des droits humains et aux journalistes indépendants vivant dans des pays autoritaires. Ensuite, nous avons également le plaisir d'accueillir Eric Da Silva. Il est spécialisé dans les missions de conseil en transformation numérique, inclusion numérique et liberté numérique auprès des organismes publics. Il cumule plusieurs expériences dans le domaine des libertés numériques, notamment à travers un engagement dans la Free Software Foundation Europe depuis 2017, mais aussi la conduite d'une étude du mouvement des libertés numériques dans les 20 dernières années. Et enfin, il mène actuellement une mission de conseil auprès de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT, en tant que référent open source pour l'incubateur des territoires. Et enfin, nous aurons aussi le grand privilège d'entendre Gabriel Fonladoza, qui accompagne depuis bientôt 3 ans cette même agence, donc la NCT, dans le déploiement et la conception de services publics numériques à destination des collectivités. Il s'est spécialisé dans le conseil en transformation numérique auprès des organismes publics également. Et à cet effet, il est co-rédacteur au sein de Public, qui est une entreprise technologique européenne axée sur les pouvoirs publics et a contribué notamment au report GovTech en France, état des lieux et perspectives, que je vous partagerai un peu plus tard dans le chat. Et il a aussi effectué par le passé une mission de conseil auprès du World Food Programme portant sur les enjeux éthiques liés à la mise en place d'un système d'identité digitale au sein d'un camp de réfugiés en Jordanie. Voilà, mais bienvenue à vous trois et c'est un plaisir de vous écouter et on a hâte. Merci. Super, merci à tous. Donc Olivier à l'aise, on va peut-être, est-ce qu'on peut lancer les slides? Super. Très bien, bonjour à tous. Donc je m'appelle Olivier Allès et je voulais faire une introduction en fait sur cette étude sur les libertés numériques dans les pays francophones. Et alors, je regarde les slides, voilà. Donc en fait, je vais faire l'introduction. Ensuite, Gabriel et Eric parlera en fait du panorama des tendances et ensuite on parlera ensemble des recommandations. Et en fait, donc pour commencer, je vais vous parler de la genèse de cette étude. Cette étude est partie en fait d'un constat ou même de deux constats. Le premier, c'était qu'il y a eu un changement en fait, au niveau institutionnel en France. Et le deuxième, c'est qu'il y a un autoritarisme ascendant dans le cyberespace. Donc le premier constat par rapport au changement au niveau institutionnel, il est parti en fait de la loi du 4 août 2021, qui est une loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, en fait, qui a fixé quatre objectifs à la politique de développement de la France, dont la promotion des droits humains, le renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Et cette loi confirme les objectifs du développement durable des Nations Unies et qui donne un cadre de référence aux actions de l'AFD et en fait lui donne mandat pour agir. Ça a fait que l'AFD en fait a déployé un plan d'orientation stratégique qui cherche à renforcer la démocratie, les institutions, la participation citoyenne, le respect des droits humains. Donc, ça a donné, par exemple, l'après-sommet Afrique-France de Montpellier pour créer un dialogue avec les sociétés civiles africaines. Ça a donné également le devoir de renforcer le dialogue autour des politiques publiques avec les États. Le deuxième constat, c'est un autoritarisme ascendant dans le cyberespace. Comme vous le savez, ou comme on le sait un peu tous, il y a le contrôle des infrastructures numériques qui est un enjeu central, autant en fait pour les grands groupes de numérique, autant pour les États. Et aujourd'hui, on a plusieurs gouvernements qui ont promulgué des lois trop générales qui permettent en fait des arrestations aléatoires et qui ont mis en place des pratiques répressives qui restreignent la liberté d'expression, qui restreignent l'accès à l'information en général. Et c'est ça qu'on appelle en fait l'autoritarisme numérique.
Il y a une ONG en fait spécialisée là-dessus qui s'appelle Freedom House, qui est basée à Washington et qui nous a appris en fait que ces 12 dernières années, ben, l'autoritarisme numérique n'a fait en fait que s'accentuer. Qu'il y a de plus en plus de gouvernements également qui fragmentent l'Internet mondial pour créer des espaces en ligne de plus en plus contrôlables et que les droits humains sont de plus en plus bafoués également pour contrôler l'Internet. On voit aussi, on apprend qu'il y a relativement peu de données en fait par rapport à l'Afrique francophone. En tout cas, quand on regarde les rapports de Freedom House sur l'Afrique francophone, il y a un gros blanc. Pourtant, en fait, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des articles de presse. Si on cherche sur Internet, on va trouver en fait des données, mais ça n'a jamais été regroupé en tout cas. Et c'est un besoin qui nous a été exprimé. Alors, ça peut être par la société civile, ça a été par des journalistes indépendants, des activistes, des défenseurs des droits humains qui craignent de plus en plus des dérives autoritaires dans des pays francophones et qui ne sont pas capables de le quantifier. Et donc là, on a eu cette occasion en tout cas de le quantifier. Non, je peux parler là, c'était vraiment. Je parlais en fait au niveau de l'AFD, aussi donc au niveau de ma nouvelle maison, l'Union internationale des télécommunications, la défense des droits humains dans les standards techniques est aussi un sujet qui est de plus en plus montant. Il n'y a pas très longtemps, il y a Volker Turk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a fait une déclaration, c'était le 24 février dernier, à la World Standardization Corporation. Donc, c'est un regroupement des organisations qui font tous les standards techniques et qui leur a demandé justement de respecter les droits du numérique, en tout cas dans la définition des standards. Et en fait, ça mène à des actions. Et aujourd'hui, la maison à laquelle je suis doit se coordonner avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme afin de faciliter la mise en œuvre des droits humains dans les normes techniques. Et les différentes organes qui font des standards doivent adopter une approche en fait fondée sur les droits humains pour l'établissement de ces normes techniques. Donc finalement, dans un contexte d'autoritarisme numérique qui est de plus en plus montant, dans un engagement de la France également pour la promotion des droits humains, pour le renforcement de l'état de droit et la démocratie, et d'une position qui est très claire aujourd'hui des Nations Unies sur l'importance du respect des droits humains dans le cyberespace, ça nous a semblé légitime en tout cas de se poser la question du futur visage du cyberespace africain en Afrique francophone. Et pour ce faire, on a lancé cet état des lieux, donc de faire un état des lieux des libertés numériques en Afrique francophone, donc comprendre en premier l'état actuel du cyberespace, envisager également ou se poser la question qu'est-ce que ça pourrait être un état futur, quelles pourraient être les recommandations, et également disséminer les résultats. C'est ce qu'on est en train de faire, aujourd'hui. Sur le slide, on a une petite définition de ce qu'on pourrait être, notre définition en fait qu'on a proposée des libertés numériques. Donc, ça représente l'ensemble des libertés individuelles et collectives associées au numérique. Ces libertés incluent le droit de maîtriser les logiciels présents sur les appareils électroniques, le droit à la vie privée, à la protection des données personnelles, à la liberté d'information et de communication, sans être surveillé, sans être censuré. Donc, c'est en fait ça. C'est quelque chose de relativement large et en tout cas qui nous touche tous. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Eric et Gabriel qui ont beaucoup de choses à vous dire en tout cas sur cette étude. Merci. Merci Olivier. Alors voilà, donc ce sera une présentation rapide mais assez dense parce qu'on a beaucoup de choses à aborder. Donc, comme le disait Olivier, donc il existe une étude annuelle, un rapport annuel donc de Freedom of the Net qui est fait par l'ONG Freedom House, donc qui ne couvrait que très peu en réalité les pays francophones en Afrique. Donc, il me semble que c'était le Rwanda et le Maroc, et tous les 26 autres pays, enfin les 24 autres pays n'étaient pas couverts. Donc, il y avait tout de même un besoin de réaliser un état des lieux. Donc, pour ce faire, on a simplifié la méthode utilisée par Freedom House en conservant la même structure, donc avec 3 grands blocs que sont les obstacles à l'accès, donc pour voir est-ce que les personnes ont accès à Internet, quel est le taux de pénétration d'Internet dans le pays, quel est le coût associé, est-ce qu'il existe une politique de développement des compétences numériques, car il ne suffit pas d'avoir accès à Internet, il faut aussi être à l'aise avec le numérique.
Et donc, en ce qui concerne les limites qui sont apportées sur les contenus, voilà, on s'est chargé de voir si l'État bloquait ou filtrait des contenus spécifiques en ligne qui sont protégés par les normes internationales relatives aux droits humains. Donc, est-ce qu'il existe de la censure? Est-ce que ensuite le droit prévoit la protection de la liberté d'expression, par exemple, de la communication anonyme? Et enfin, on a regardé donc la question des violations des droits des utilisateurs, et donc de façon très concrète en deux questions. Est-ce que les individus sont soumis à des intimidations extralégales pour du contenu qui est posté en ligne? Est-ce qu'ils sont arrêtés? Est-ce qu'ils sont battus? Enfin, des choses comme ça. Et le dernier point qui concerne la société civile, est-ce que la société civile est organisée pour résister et protéger les libertés numériques? Donc, en ce qui concerne les compétences numériques et l'organisation de la société civile, ce ne sont pas des points qui étaient abordés jusqu'à présent, en tout cas, par Freedom House dans son rapport. Donc, voilà, c'est là aussi qu'on a peut-être un peu innové à notre échelle. Donc, sur la base de cette méthodologie, donc on a fait beaucoup de recherches en sources ouvertes et sur la base de rapports publiés par des organisations régionales comme CIPESA, Paradigm Initiative, Media Foundation for West Africa, qui sont souvent par ailleurs des sources anglophones. Donc je me permets juste de souligner le fait que en fait, le monde anglophone en Afrique est bien plus prégnant que le monde francophone en ce qui concerne les libertés numériques. Et puis on pourra revenir dessus plus tard dans cette présentation. On a conduit plus d'une quarantaine d'entretiens avec des membres de la société civile qui sont anonymes pour les protéger. En ce qui concerne les chiffres qui ont été utilisés donc pour le coût d'accès à Internet ainsi que le taux de pénétration, c'est basé sur le Digital Development Index donc, de l'Union internationale des télécommunications. Et voilà, et donc après, donc, ce qui débouche de tout ce travail, c'est un classement, une catégorisation des pays en 4 scores différents. Des pays qui sont libres, c'est-à-dire dans lesquels les libertés numériques sont respectées, donc ça c'est le score A, des pays dans lesquels les libertés numériques donc, sont partiellement respectées, donc un pays partiellement libre, ça c'est le score B, des pays dans lesquels les libertés numériques sont particulièrement en difficulté, donc le score C, parce que ça va être des pays partiellement non libres, et le score D, des pays dans lesquels les libertés numériques sont gravement en difficulté, donc des pays non libres. Et voilà, et juste une toute petite parenthèse, on a ajouté donc Freedom House à 3 catégories, score A, score B, score C. En gros, nous, on a décidé de rajouter un 4e score pour permettre d'avoir un peu plus de nuances. Voilà, et donc je vais juste, je vous invite évidemment à lire ce rapport qui est dense, qui est très fourni. Voilà, mais on peut voir que donc il y a quand même surtout des pays les pays se retrouvent souvent dans la catégorie C et D, par exemple le Burkina Faso, l'Algérie et le Gabon sont classés comme partiellement non libres, tandis que le Rwanda, Djibouti sont classés comme non libres. Voilà. Et ensuite, on retrouve des pays qui sont libres. Donc, en l'occurrence, il y en a 2, l'île Maurice et les Seychelles. Et ensuite, on a des pays qui sont partiellement libres avec des situations assez diverses. Donc, on reviendra dessus, comme le Maroc ou les Comores, par exemple. Donc, ce sont toujours, voilà, il y a toujours un caractère un peu arbitraire dans des classifications, mais on pourra voir ça dans le détail. On a aussi constitué un site web qui va être mis en ligne incessamment sous peu, notamment dans lequel vous pourrez retrouver les différentes fiches pays qui sont tirées du rapport, ainsi qu'une carte voilà, que j'ai affichée ici. Et donc, on a fait un choix aussi en ce qui concerne les couleurs pour que ce soit une représentation un peu plus nuancée de l'état des lieux des libertés numériques, au lieu d'avoir, voilà, comme on le voit souvent, des couleurs rouges, orange et jaune. Qui peuvent parfois poser problème. Voilà, et donc je vais laisser Gabriel vous présenter les tendances générales qui découlent de ce rapport avant qu'on entre dans le détail des différents pays. Parfait. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation de la méthodologie. Alors, comme l'a expliqué Eric, il y a différents notes qui ont été attribuées auprès des différents pays, mais nous, ce qu'on a trouvé en tout cas dans le cadre de nos recherches après les différents entretiens qu'on a pu mener avec des membres de la société civile, on a vraiment pu déceler 4 grandes tendances générales aujourd'hui en ce qui concerne les libertés numériques dans les pays francophones d'Afrique. La première de ces tendances, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce rapport a été rédigé, c'est qu'on a constaté déjà depuis
quelques années qu'il y a de plus en plus de pays, de plus en plus de pays qui, en Afrique francophone, qui font usage de coupures d'Internet, qui coupent l'accès à Internet. Et bien souvent, ces coupures d'Internet ont lieu dans il y a différents cas de figure qui existent aujourd'hui. Alors bien souvent, c'est lorsqu'il y a des élections présidentielles. C'est notamment le cas en ce moment même, actuellement, au Sénégal, où en fait c'est la condamnation d'un opposant politique qui a amené donc à avoir des grandes manifestations, qui ont provoqué de grandes manifestations dans le pays, et le pouvoir politique a décidé de couper l'accès à Internet afin de faire en sorte de stopper ces différentes manifestations et ces rassemblements. Mais c'était notamment, il y a aussi eu des coupures d'Internet dans le cadre d'élections, notamment aussi en Mauritanie. On constate qu'il y a aussi des coupures d'Internet lors d'examens nationaux. C'est le cas en Algérie, c'est le cas en Mauritanie. Et on se rend compte aussi qu'il y a des coupures d'Internet lorsqu'il y a des grandes manifestations. Ce fut notamment le cas au Niger, lorsqu'il y a eu des manifestations contre la présence française au Niger. L'accès à Internet a été coupé. Aussi lorsqu'il y a des coups d'État. Ce fut le cas au Burkina Faso, lors des différents coups d'État qu'a connu le Burkina Faso récemment, et la Guinée aussi. L'accès à Internet a aussi été coupé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui est de plus en plus documenté, étudié notamment par des ONG qui sont en première ligne pour la défense, pour la lutte contre ces coupures d'Internet. On pense notamment à Access Now et notamment à sa campagne intitulée Keep It On. Il y a aussi donc une autre tendance, c'est la surveillance de masse et la censure. Il y a notamment l'utilisation, par exemple, du logiciel Pegasus, qui a notamment été utilisé par le Rwanda, par le Maroc, afin d'espionner des opposants politiques et des membres de la société civile. On sait aussi qu'il y a certains pays dans lesquels il y a encore de la censure et des sites web qui sont bloqués, dans lesquels l'accès à certains sites web sont interdits, notamment des sites web d'opposants politiques, membres de la diaspora. On sait que c'est le cas à Djibouti, au Burundi, c'est aussi le cas au Rwanda. Donc ça aussi, c'est vraiment une grande tendance générale, même si on constate qu'il y a de moins en moins, on va dire, de censure, de blocage de sites web purs, et que certains États qui pouvaient avoir recours à cette pratique préfèrent maintenant voter des lois liberticides. Donc, ce qu'on appelle des lois liberticides, ce sont des lois qui, de fait de leurs différents articles, de leur nature, entravent les libertés numériques dans ces pays. On passe notamment aux nombreuses lois sur la cybersécurité ou sur la lutte contre la désinformation. Et ce sont vraiment des lois qui ont vocation à créer une autocensure parmi la population, à intimider la population via des arrestations, via des intimidations, via des menaces. Et on pense notamment à différentes lois. On pense notamment à la loi sur la protection des symboles nationaux qui a été votée en Mauritanie. On reviendra là-dessus un peu plus en détail. Et aussi à l'article de la loi du 13 septembre 2022, l'article 54 de la loi du 13 septembre 2022 sur la cybersécurité en Tunisie, qui est une loi qui permet l'arrestation de personnes qui diffuseraient de fausses informations. Le problème étant que il n'est pas défini dans cette loi ce qu'est une fausse information, et bien souvent, ces fausses informations, ce qu'est la vérité, est défini entre guillemets par les gouvernements en place. Et on constate aussi, quatrième et dernière tendance, l'absence de législation liée à la protection des données personnelles. Alors c'est vrai qu'il existe la convention de Malabo, qui est donc une convention africaine qui vise à protéger les données personnelles. Cela dit, on constate qu'il y a uniquement 6 pays, le Togo, le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Niger, l'île Maurice et la Guinée, donc 7 pays en Afrique francophone qui ont ratifié cette convention. Il existe aujourd'hui encore assez peu d'autorités administratives indépendantes qui visent à protéger les données personnelles des citoyens. On note quand même l'exemple du Sénégal qui a créé donc, la Commission de protection des données personnelles, une sorte de CNIL, entre guillemets, qui vise à protéger les données personnelles des Sénégalais. Voilà pour les grandes tendances générales. Merci Gabriel. Voilà, donc on va vous dresser un panorama des tendances nationales désormais. Donc tout d'abord avec le score A. Donc dans le score A, on n'a que 2 pays, l'île Maurice et les Seychelles. L'île Maurice, c'est un pays qui dispose d'une solide pénétration d'Internet, avec 65% en 2020. Ils ont aussi une société civile qui est très bien organisée en faveur des libertés numériques. Et donc, je pense notamment au cas où, en 2021, le gouvernement avait le projet de mettre en place un système de surveillance et de censure des médias sociaux, notamment avec l'idée de faire transiter en fait le trafic Internet et web
via ses propres serveurs et en affaiblissant la cybersécurité mondiale, si vous voulez, notamment en mettant ses propres certificats SSL. Donc, il y a eu une grande mobilisation de la société civile locale avec l'ONG de Cybershield, il me semble, si je ne me trompe pas, et ainsi que Cyberstorm, pardon, et ainsi que la société civile internationale, donc les ONG comme Access Now, comme Article 19 et Mozilla et l'entreprise Google qui ont souligné à quel point il y avait des dangers. Ce danger d'affaiblissement de la cybersécurité mondiale était assez grave. Donc, c'est assez rare pour le souligner. Le projet a été abandonné. Donc, je vais laisser Gabriel présenter brièvement les Seychelles. Oui, alors c'est vrai qu'aux Seychelles, on retrouve une situation semblable à l'île Maurice, à savoir un faible coût d'accès à Internet, une pénétration d'Internet qui est très importante, l'absence de coupure d'Internet, il n'y a pas de coupure d'Internet aux Seychelles, il n'y a pas non plus de censure en ligne, et les journalistes, les blogueurs peuvent exercer librement leur métier en ligne sans craindre d'être intimidés, menacés ou arrêtés par le gouvernement. Le seul peut-être léger, disons, point faible des Seychelles, étant que les Seychelles sont reliées à un seul et unique câble sous-marin, ce qui veut dire que les Seychelles gagneraient un peu à diversifier, avoir accès à d'autres câbles sous-marins pour avoir une meilleure connexion. Mais concernant les Seychelles, c'est un pays dans lequel, disons, tout se passe bien aujourd'hui. On va passer au scorbé qui est un peu plus nourri avec la Tunisie, le Sénégal et les Comores. Donc, Gabriel va présenter les... Oui, alors concernant la Tunisie, c'est vrai que la Tunisie, c'est un cas intéressant parce qu'on sait que c'est un pays qui a souvent été à la pointe en termes d'organisation de la société civile. Alors, c'est vrai que c'est un pays qui déjà possède une excellente pénétration Internet. 96% de la population a accès à un réseau 4G. Il y a plus de 70% de la population qui utilise Internet aujourd'hui en Tunisie. On constate aussi que la Tunisie accueille de très nombreuses organisations de défense des libertés numériques, notamment l'association de cyberactivistes tunisiens Nawad, qui était en première ligne notamment lors du printemps arabe. L'ONG Access Now, spécialiste de défense des libertés numériques, a des bureaux à Tunis, et ainsi que l'ONG Article 19. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a une société civile qui est vraiment organisée avec des acteurs puissants sur le terrain en faveur des libertés numériques. Il y a aussi une excellente pénétration d'Internet. Cela dit, alors c'est vrai qu'il n'existe plus en Tunisie de censure par DNS comme c'était le cas sous le régime Ben Ali, des censures qui étaient menées notamment par l'agence tunisienne d'Internet. Maintenant, cela dit, il y a des lois liberticides qui ont été votées, notamment le décret-loi 2022-54 qui, comme je l'ai expliqué, punit la diffusion de fausses informations. Et on constate aujourd'hui, notamment à travers les différents entretiens qu'on a menés, une véritable érosion des libertés numériques en Tunisie, notamment à cause de cette autocensure généralisée qui se répand au sein de la population. On reviendra peut-être un peu plus en détail là-dessus, mais voilà, je tiens en tout cas aussi à préciser que le rapport, c'est un état des lieux des libertés numériques en 2022. Les libertés numériques, c'est une situation mouvante, et on sait très bien qu'en Tunisie, aujourd'hui, il y a de nombreuses arrestations. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose à prendre en compte sur le score de la Tunisie. Ensuite, concernant le Sénégal accueille aussi de nombreuses organisations qui défendent la liberté numérique. On pense à Article 19, on pense aussi à Reporters sans frontières qui, depuis peu, défend aussi les libertés numériques, à Paradigme Initiative, qui est une organisation africaine d'inclusion numérique et de défense aussi des libertés numériques. On constate aussi une très forte diminution du coût d'accès à Internet ces 3 dernières années. Il a été divisé, il me semble, par 4 au cours des 3 dernières années. Et cela dit, on constate au Sénégal que certains opposants politiques, certains journalistes et certains internautes, comme par exemple les youtubeurs Othman Diagne et Papito Kara, sont arrêtés après avoir critiqué le pouvoir politique en place. Donc ça aussi, c'est une tendance assez inquiétante. Et on constate aussi aujourd'hui au Sénégal, depuis quelques semaines maintenant, une coupure d'Internet. C'est vrai que c'est un pays qui est un peu cité en exemple dans la région, notamment par Access Now. Malheureusement, on constate que le pays a recours à des coupures d'Internet afin de limiter les différentes manifestations à la suite de la condamnation de l'opposant politique Ousmane Sonko. Je vais laisser Eric parler des Comores. Oui, alors donc sur les Comores, on voit que c'est un cas qui a le score B, mais qui est un cas un petit peu différent, puisqu'il a une faible pénétration d'Internet. Donc les chiffres les plus récents, c'était 8% en 2017 et un prix
des prix très importants de 7,9% du revenu national brut par habitant. Donc, voilà, en fait, en gros, les revenus mensuels moyens d'un habitant aux Comores. Il n'y a pas eu de coupure d'Internet ni de perturbation des réseaux sociaux en 2022, contrairement à ce qui s'était passé en mars 2019 pendant les élections présidentielles. Toutefois, voilà, le pays concerné, les journalistes comoriens subissent des agressions, des gardes à vue pour révéler leurs sources alors que ce n'est pas autorisé, des intimidations, même si voilà, en 2022, il n'y a pas eu d'emprisonnement de journalistes cette année-là. Il n'y a pas d'organisation de défense des libertés numériques en tant que telle, mais voilà, on voulait souligner le travail important qui est réalisé par la Fédération comorienne des consommateurs, qui œuvre pour l'amélioration de l'accès à Internet et à un coût moindre. Et donc, voilà, et on retrouve aussi parfois dans les acteurs aussi le syndicat national des journalistes comoriens. Donc, on va voir le score C. Donc, le score C, ce sont des pays donc, qui sont partiellement non libres, dans lesquels les libertés numériques sont en difficulté, donc notamment le cas de l'Algérie, qui dispose d'une excellente pénétration d'Internet, 63% en 2020, des prix qui sont très abordables, mais qui est connu pour des coupures d'Internet qui sont réalisées au niveau national chaque année, quasiment au moment des examens nationaux depuis 2018, donc, suite à des épisodes de tricherie en 2016. Et donc voilà, c'est aussi une stratégie de domination de la population que de montrer qu'on est capable de couper Internet de façon régulière. De nombreux sites sont bloqués de médias critiques avec une accélération depuis 2019, avec voilà, l'émergence du mouvement Hirak et le recours à l'article 87 bis du Code pénal qui concerne le terrorisme qui est utilisé pour attaquer des personnes qui sont critiques et qui s'expriment en ligne. Il y a aussi une criminalisation de la diffusion des fausses nouvelles en 2020. Voilà. Et un exemple, c'est l'arrestation du fondateur de Radio M et du Maghreb émergent en Algérie, donc Issam El Kadi, qui a été arrêté en décembre 2022, et ce sont des médias qui ont été censurés en janvier de 2023. Donc, je vais laisser Gabriel parler de la Mauritanie et du Togo. Alors Gabriel, on ne t'entend pas, ton micro est coupé. Pardon. Oui, donc concernant la Mauritanie, c'est vrai qu'on constate, c'est un pays qui a un score de C, c'est-à-dire qu'il y a quand même une pluralité de facteurs qui peuvent expliquer justement une entrave en fait de la liberté numérique et le fait que le pays soit partiellement libre. On pense, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de censure via DNS, il n'y a pas de sites web qui sont bloqués en Mauritanie. Cela dit, c'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui une faible pénétration d'Internet qui peut aussi s'expliquer par des coûts assez élevés, aussi par l'immensité du territoire, par l'immensité aussi de la Mauritanie. Donc, il n'est pas forcément évident de déployer des infrastructures, de donner accès à Internet à l'ensemble de la population. Et on constate aussi malheureusement une tendance inquiétante à l'utilisation de coupures d'Internet. Des coupures d'Internet qui ont lieu aussi bien lors d'examens nationaux, au mois de mai, au mois de juin 2019, mais aussi, et ça c'est d'autant plus grave, lors des élections présidentielles de juin et de juillet 2019. On constate aussi qu'il y a des lois liberticides qui ont été votées, notamment sur la loi sur la protection des symboles nationaux, et notamment l'article 2 de cette loi qui prévoit que toute personne qui utilise des techniques de l'information et de communication numérique et des plateformes de communication sociale pour porter préjudice aux valeurs constantes et aux principes sacrés de l'islam, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale ou à l'outrage à la personne du président de la République, au drapeau ou à l'hymne national, risque de la prison. Et ça, c'est vraiment une loi liberticide qui a déjà été utilisée à plusieurs reprises pour arrêter notamment des opposants. Au Togo, on constate aussi que le coût d'accès à Internet reste aujourd'hui très élevé. Il représente presque 11% du revenu national brut par habitant. On sait aussi qu'il y a eu de nombreuses coupures d'Internet en septembre 2017, en décembre 2018, en février 2020. Cela dit, ce qui fait que le Togo aussi a ce score de C, c'est qu'on constate que la société civile s'est organisée contre ces coupures d'Internet et a fait condamner le Togo par la Cour de justice de la CEDEAO, ce qui est une première en Afrique. Et on espère que donc cette décision de la Cour de justice pourra faire jurisprudence, même si aujourd'hui on sait bien qu'elle est plus symbolique et qu'elle n'a pas forcément encore eu de portée très effective et dissuasive auprès d'autres États.
Hop, donc je suis désolé, on va devoir accélérer un tout petit peu, et donc le contenu est assez dense, surtout en ce qui concerne les pays qui sont concernés par le score D. Donc le Rwanda, c'est un pays dans lequel donc il n'y a eu aucune coupure d'Internet, mais de nombreux sites web sont bloqués, hein, des opposants qui sont exilés. Il existe des peines de prison pour les insultes et les diffamations contre le président, des lois contre les crimes cyber, comme, voilà, avec des prisons et des amendes pour la diffusion de rumeurs. Et ce qui est le plus frappant, c'est l'utilisation du logiciel espion Pegasus contre des opposants. Et donc, je vais laisser Gabriel parler du Cameroun et de la République centrafricaine. Oui, c'est vrai que le Cameroun a assez souvent recours aux coupures d'Internet, mais ce qui est emblématique, c'est que parfois ces coupures d'Internet ciblent spécifiquement une minorité du pays, notamment la minorité anglophone du pays, qui a connu de très longues coupures Internet, qui ont duré des mois et des mois. On constate aussi qu'il y a des lois liberticides qui visent spécifiquement certaines minorités dans le pays, notamment la communauté LGBT du pays. Et il y a aussi de très nombreuses, donc, comme j'ai expliqué, coupures d'Internet, et notamment arrestations d'opposants politiques, d'intimidation. Et donc on constate aujourd'hui qu'au Cameroun, les libertés numériques sont gravement entravées du fait de ces pratiques. Et concernant donc la Centrafrique, là, c'est que ce sont des enjeux un petit peu différents. On constate une très très faible pénétration d'Internet, uniquement 10% d'internautes, des coûts d'accès qui sont extrêmement élevés, parmi les plus élevés du continent. L'accès à un forfait de 2 gigas mobile représente presque 25% du revenu national brut par habitant. Du revenu moyen par habitant. On constate aussi que les organisations de la société civile sont victimes de cyberattaques. On pense notamment au réseau des journalistes pour les droits de l'homme de Centrafrique, qui ont été victimes d'une cyberattaque. Leur site web a tout simplement été hacké et ils ont perdu l'ensemble de leurs données et ils ont dû suspendre leur activité pendant près de 6 mois. Et on constate aussi qu'il y a de nombreuses intimidations et arrestations de blogueurs, de journalistes, de défenseurs des droits humains en Centrafrique. Et on va maintenant parler des recommandations. Est-ce qu'on pourrait passer à la slide suivante? Avant de parler des recommandations, on aimerait juste le rappeler, je l'avais fait brièvement, plusieurs choses. Donc, c'est que le rapport a été réalisé entre octobre 2022 et mars 2023. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les libertés numériques, c'est vraiment une situation mouvante. Il y a des scores qui ne prennent pas forcément en compte les derniers événements qui sont de nature à avoir un impact sur le score des pays. On pense notamment au Sénégal et aux récentes coupures d'Internet au Sénégal à la suite de la condamnation de l'opposant politique Ousmane Sonko, et notamment à la Tunisie et aux très nombreuses arrestations d'opposants politiques, de journalistes, d'internautes en vertu du décret-loi 2022, article 54 du 13 septembre 2022. Et voilà, on constate en Tunisie une véritable érosion des libertés numériques, notamment depuis la réforme constitutionnelle du président Kais Saied. Donc ça, c'était juste pour le préciser, que on présente un état des libertés numériques en 2022. Très bien. Donc, pour finir, l'enjeu de cette étude, c'est effectivement de faire un état des lieux, qui était assez urgent, mais c'est aussi de formuler des recommandations pour l'AFD, des recommandations opérationnelles et de politique publique, qu'on a axées donc sous trois blocs: évaluer, construire et fédérer. Donc, en ce qui concerne l'évaluation, nous, ce que l'on préconise, c'est de faire un rapport annuel avec une mise à jour régulière, grâce à un système de référents locaux, de développer un formulaire sécurisé afin que les informations remontent régulièrement pour une veille permanente. Ensuite, en ce qui concerne la construction, il y a un besoin urgent d'outiller les journalistes et les défenseurs des droits humains pour qu'ils puissent assurer leur sécurité numérique, donc par exemple via des mails sécurisés. Financer et soutenir des organisations existantes, locales, de défense des libertés numériques, mais aussi internationales. Financer enfin un laboratoire ou un centre de recherche dédié aux libertés numériques au sein d'une grande université africaine. Afin d'avoir cela permettra à la fois de tisser un réseau d'acteurs et d'établir une connaissance mise à jour et régulière. Et donc le dernier point, ça concerne la fédération. Donc, il existe différentes initiatives qui peuvent être isolées. Nous, ce qui nous a frappé, c'est la prégnance du monde anglophone sur les libertés numériques. Pour citer un de mes interlocuteurs, quand on veut aller à des événements sur les libertés numériques, on est obligé de renier notre français et de s'exprimer purement en anglais. Donc, il y a quand même une question d'accès aux ressources en français et d'accès à des événements en français.
Donc, pour ce faire, donc, en 2 points rapides, cartographier et faciliter la participation des personnes concernées aux événements régionaux et internationaux pour qu'ils puissent tisser un réseau eux-mêmes, et financer des événements et des tables rondes en langue française pour permettre de donner de la visibilité aux personnes concernées. Et donc, je vais laisser Olivier nous présenter la slide finale sur les recommandations d'action transverse de l'AFD en tant que bailleur de fonds. Exactement, merci Eric. Donc, au niveau du cadre institutionnel, ce que pourrait faire, ou ça reste des recommandations, ou en tout cas, quand l'AFD va négocier des prêts de politique publique, ça peut être l'occasion en tout cas de favoriser ou de promouvoir les droits humains, le renforcement de l'état de droit, la démocratie dans le cyberespace. Ça peut être par exemple faire qu'il y ait la convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, en fait, soit plus souvent ratifiée, qu'il y ait des lois nationales de protection des données, privacité ou données personnelles qui soient également votées, qu'il y ait la création de plus d'autorités administratives indépendantes veillant au respect des lois sur la protection des données personnelles. Après, quelque chose qui est également intéressant, c'est de renforcer les pouvoirs des régulateurs nationaux de télécommunications, et en fait pour qu'ils puissent contraindre plus les opérateurs télécoms à respecter leur engagement. Et là, on parle d'accès, on parle d'accessibilité, et de faire d'aller de plus en plus vers un accès, j'ai envie de dire, universel dans les pays. Et ça, c'est le régulateur pourrait aider là-dessus. Après, il peut avoir des engagements comme ne pas couper Internet, et également des engagements à respecter la neutralité du net. Après, on peut penser à d'autres recommandations, et on y a pensé. On pourrait avoir un groupe de travail entre les différents bailleurs de fonds pour harmoniser justement ces efforts sur les financements des initiatives de droit numérique. Et ça peut être également en fait avec des fondations qui occupent déjà le terrain. Après, là, c'est plutôt au niveau étatique, mais la France pourrait participer encore plus activement à la Freedom Online Coalition, qui est un regroupement de 34 gouvernements qui travaillent sur les libertés numériques. Donc là, c'est des recommandations de haut niveau, mais c'est aussi des choses dont on a besoin. Et également, en fait, d'essayer de pousser des principes directeurs des Nations Unies, entre autres celui qui est relatif en fait aux entreprises et aux droits de l'homme. Pourquoi celui-là est particulièrement intéressant? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises privées du numérique en Afrique, mais ailleurs. Et au final, de les pousser à respecter ces principes, ça veut dire que quand ils vont se déployer dans un pays, ça veut dire qu'ils vont respecter les droits humains. Après, on peut également, et ça a à voir plus avec mon travail actuel, c'est de respecter des normes techniques orientées droits humains. Pour vous donner quelques exemples, par exemple, quand on parle de droit à la liberté d'expression, ça veut dire qu'on a besoin, en termes techniques, de connectivité, de privacité, de normes ouvertes. Quand on parle de droit à la non-discrimination, ça veut dire qu'on ait le droit à l'anonymat en ligne, qu'on ait le droit en fait à utiliser des pseudonymes, qu'on ait également en fait l'accessibilité. Si on n'a pas accès à Internet, on ne peut pas en fait avoir accès à ces droits qui sont des droits en fait qui ont été votés au niveau des Nations Unies. Droit à la participation politique, c'est le dernier exemple. On a besoin de connectivité, on a besoin de comprendre le contenu dans sa propre langue. On a besoin d'une certaine résistance à la censure si on veut pouvoir discuter politique en ligne. Donc voilà, il y a aussi une problématique en fait au niveau des normes techniques. Je laisse le dernier slide à Eric ou Gabriel. Très bien, merci Olivier. Non, on voulait simplement vous remercier de nous avoir écoutés. Voilà, Gabriel et moi aimerions remercier Olivier et l'AFD pour leur confiance qui a été accordée dans la réalisation de ce rapport. Et voilà, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Oui. Je me permets aussi de remercier tous les différents interlocuteurs, toutes les personnes avec qui on a pu mener des entretiens. On le rappelle, on a mené plus de 40 entretiens. Et ce qui est important de comprendre, c'est que via cette étude, on se fait vraiment le relais
d'acteurs de terrain qui sont en première ligne de la défense des libertés numériques dans ces pays-là. Donc, on tient à les remercier pour le temps qu'ils nous ont accordé pour la réalisation de ce rapport. Et concernant les questions, je me permets aussi de rappeler que donc, dans l'onglet questions, n'hésitez pas à voter pour les questions des différents participants afin qu'on puisse prioriser au mieux les réponses aux questions. Et indiquer les questions directement dans l'onglet questions, car dans le chat, elles se perdent dans le fil, malheureusement. Ok. Bon, merci à tous. Merci Olivier, Gabriel et Eric pour cette présentation de cette étude et toute cette recommandation qui est donnée à AFD pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut financer les initiatives des libertés numériques. Peut-être je commence par les premières questions autour de ça. Ainsi concerne le financement des initiatives des libertés numériques, est-ce que il faut financer plutôt les sociétés civiles ou il faut financer les gouvernements ou les mondes académiques où on met les accents sur ce sujet du financement des initiatives. Et après, on va commencer à regarder les questions sur les chats. Ouais. Qui va commencer? Oui. Qui se lance? Eric? Oui, alors bon, c'est un peu une réponse de Normand, si j'ose dire, hein, mais c'est vrai que ça dépend, ça dépend des cas. Nous, notre constat après avoir fait cette étude, c'est qu'il y avait un manque criant de financement de certaines ONG qui sont sur place. Donc, il faut œuvrer au renforcement des capacités de la société civile nationale. Donc, il y a aussi des réseaux qui sont transnationaux, et donc dans des pays dans lesquels les acteurs sont plus en sécurité qu'ailleurs. Donc, ce sont aussi des acteurs à financer. Ça, c'est ce qui va concerner plutôt le volet que l'on a vu. Donc, par exemple, de façon très concrète, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça peut être du financement de mails sécurisés pour des journalistes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le numérique, qui ont besoin d'avoir des outils sécurisés et d'être formés aux bonnes pratiques de cybersécurité. Ça peut être de la traduction de ressources, que ce soit donc des ressources factuelles ou des notices d'utilisation d'outils et sur des bonnes pratiques. Donc, peut-être que Olivier, tu peux rajouter un point éventuellement en ce qui va concerner les gouvernements. Oui, alors pour moi, en fait, il y a beaucoup de nuances de gris là-dessus. Évidemment, si on est face à un État très autoritaire avec lequel on aura du mal, en fait, à négocier des prêts de politique publique ou leur faire respecter un peu les engagements des Nations Unies, c'est là que la société civile est importante. Et c'est là qu'il faut un peu accentuer en fait un appui à la société civile pour réussir à créer une contre-voie dans des gouvernements trop autoritaires. Si on a d'autres au final États qui le sont moins et ben là, je veux dire, on peut commencer un peu, j'ai envie de dire, avoir un mix des deux. Je veux dire, autant avoir en effet appuyé, j'ai envie de dire, sur la pédale société civile et également en fait travailler avec les États pour que les droits numériques soient plus respectés. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse toute faite. Là, on est quand même dans un cas où ça va vraiment être du cas par cas, et c'est là où cette étude peut nous aider. En fait, avec ce type de classement, on peut un peu mieux voir dans quel pays, en effet, on a un besoin fort d'aider en tout cas la société civile pour essayer de contrebalancer en tout cas certains projets des gouvernements. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre une des premières questions sur les chats. Attends, je regarde sur les chats, il y a pas mal de questions. Je prends les questions des chèques qui demandent, avec un vote des 6, doit-on penser une société civile panafricaine, francophone pour la protection des libertés numériques? Donc ça, c'est les premières questions. L'AFD sera-t-il disposé à soutenir ce type d'initiative? Donc ça, c'est une des questions sur les tables. Et il y avait une autre question de la part d'Amy qui
qui demande est-ce que on a eu quelques retours de certains pays suite aux publications de ces rapports. Sur ce sujet, en fait, les rapports juste viennent de publier, donc je pense pas qu'il y en a eu des retours sur ça. Je laisse Olivier réagir si des cas contraires. Ouais. Non, on a eu, ou en tout cas, on n'a pas eu de retour, j'ai envie de dire, entre guillemets, officiel. Après, il y a eu quand même pas mal de téléchargements de ce rapport. Il a été repris, en tout cas, dans quelques médias africains. Je pense entre autres au Togo. Donc, et j'ai eu quelques retours, en fait, un peu non officiels, où je veux dire, en tout cas, il y a eu un vrai intérêt là-dessus. Donc, ça, j'ai envie de dire, ce rapport a permis, en tout cas, de donner la parole à des sociétés civiles dans des pays, en fait, qui ont du mal à s'exprimer. Et qui, je veux dire, ils sont exprimés via nous, on était un peu leur voix. Et ce rapport, ben, nous, on y a écrit en fait ce qu'ils nous ont dit, et c'est là où ça. Mais on n'a pas encore eu on n'a pas encore eu de retour officiel en tout cas. Pour ce qui est de, doit-on penser à une société civile panafricaine francophone pour la protection des libertés numériques? Oui, évidemment. En fait, c'est là où moi j'ai travaillé en fait avant l'AFD, plutôt un peu justement dans le monde anglophone, où on a une société civile dans le monde anglophone qui est très bien organisée. Et ils se connaissent, ils essayent de mener en fait des actions relativement puissantes. Et là, il faudrait en tout cas que la société civile africaine francophone se saisisse du sujet. Est-ce que l'AFD serait disposée à soutenir une pareille initiative? Je suis détaché de l'AFD, je ne veux pas engager plus l'AFD aujourd'hui que oui, que là-dessus, mais moi, en tout cas ça paraît quelque chose d'important, et c'est pour ça que ce rapport, en tout cas, a été publié. Évidemment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, sinon on ne l'aurait pas fait, on ne l'aurait pas mis sur notre site. Il ne serait pas sur le site web de l'AFD aujourd'hui. Exact. Merci beaucoup. Bon, j'ai vu qu'il y a un commentaire d'Osaino qui dit les recommandations sont pertinentes. Il faut aussi inciter les gouvernements d'avoir des réelles stratégies d'éducation au numérique des populations. Et aussi les notions de pédagogie. Je pense que c'est juste un commentaire autour de ça. Et je pense que l'une d'entre vous avait parlé des sujets des langues. En Afrique, il y a quasiment 3000 langues avec les dialectes sur ça. Donc, est-ce qu'il y a avancement des technologies maintenant avec les IA génératives et tout ça peut faciliter, peut jouer un rôle pour les pays, pour avoir des scores plutôt intéressants. Je pense que les scores B sont pas si mal. On avait remarqué Freedom House, la France, en Allemande, Amérique, leur score c'est quasiment B. Voilà, donc je pense que les scores B c'est pas mal, mais est-ce que les rôles des langues et aussi l'avancement des technologies peut aussi aider à cette gap des libertés numériques? Je vais répondre à une question, après je passe la parole à Eric ou Gabriel. Oui, c'est une vraie difficulté. Et là, on est sur des problèmes d'accessibilité. Et de faire que le contenu soit accessible dans plusieurs langues, c'est quelque chose, en fait. Il y a des fondations, je pense entre autres à Mozilla, qui travaillent là-dessus. Donc, il y a beaucoup de projets. Il y a des projets de traduction. J'en ai vu pas mal dans le monde anglophone. J'ai envie de dire que ça suffit pas et qu'il y a encore, alors. Après, on peut voir des choses intéressantes, comme en Afrique de l'Ouest, où des gens, en fait, s'envoient juste des WhatsApp, aujourd'hui vocaux, pour se parler, parce que écrire, en fait, ça peut être une difficulté. Mais en tout cas, il y a encore, oui, du travail à faire sur l'accessibilité. Je suis sûr qu'Eric et Gabriel ont certainement des choses à dire aussi sur ce sujet. Oui, en tout cas, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est souvent
revenu le problème de la langue. Et comme on l'a expliqué, c'est vrai que dans les pays anglophones, il y a de très nombreux événements qui sont organisés où les pays anglophones sont majoritairement sont dominants lors des différents panels de discussion à propos des libertés numériques. On pense notamment à l'événement régional organisé par CIPESA en faveur des libertés numériques. Il y a quasi exclusivement des intervenants anglophones. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai besoin important qu'on a identifié. Et comme le rappelait Eric, avec un de ses interlocuteurs qui devait expliquer qu'il est obligé de renier son français, une langue qu'il maîtrise, afin de pouvoir participer à ces différents types d'événements. Donc ça, on sait que c'est un sujet très important. Et c'est aussi pour ça que il y a aussi cette recommandation de créer notamment un centre de recherche dans une université africaine. L'idée était aussi de créer du contenu, de qualité en français et du contenu qui fasse autorité. Et donc ça, c'est aussi un élément très important de ce rapport. Je ne sais pas si tu veux compléter, Eric. Oui. Oui, juste de façon complémentaire, c'est aussi pour ça, l'autre versant, donc, voilà, on a beaucoup parlé sur l'importance de la langue, qui est absolument primordiale. Et un autre aspect dont on a parlé tout au long de ce rapport, c'est aussi cette dimension de l'inclusion numérique et de l'éducation au numérique. Parce que, comme je le disais au début, très bien. On peut être connecté à Internet, mais il faut être éduqué au numérique. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oui, vous m'entendez. Oui. Bon, c'est ironique, mais on peut avoir une connexion Internet, mais il faut être en mesure d'être à l'aise avec le numérique. C'est-à-dire, il y a des vraies questions qui se posent sur de comprendre un peu comment fonctionne Internet, comprendre qu'est-ce qu'un site web, de maîtriser sa machine avec du logiciel libre, par exemple. Il y a ça fait partie des conditions pour pouvoir être libre numériquement. Voilà. Et d'ailleurs, je me permets juste pour finir, c'est aussi pour ça que l'on a modifié aussi la méthodologie de Freedom House et qu'on a inscrit un volet dédié exclusivement aux compétences numériques de la population et à l'inclusion numérique. Ça aussi, c'est une innovation dans cette méthodologie qu'on a proposée, car on estime que c'est vraiment extrêmement important pour pouvoir être en mesure d'utiliser un Internet libre et ouvert et aussi être conscient des différents enjeux liés aux libertés numériques. Oui, merci beaucoup. En fait, ces questions que je me pose, en fait, vu qu'il y a les lois contre les désinformations qu'on voit partout, il y a des désinformations avec l'évolution du numérique, il y a technologie et tout ça, avec les propagandas et tout ça. Il y a certaines lois et j'entends pour voir les nuances et aussi les liens entre ce type de loi contre les désinformations et aussi les sujets des libertés numériques. Est-ce que des fois, le fait d'avoir une loi contre les désinformations, ça pénalise cette volet des libertés numériques? Est-ce que c'est plutôt bien ou pas du tout? Est-ce qu'il faut laisser, entre guillemets, les libertés numériques pour propager les désinformations? J'entends pour voir, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez autour de ce sujet. Ouais. Gabriel, je te laisse répondre si tu veux. Oui, alors on constate qu'il y a un vrai problème. C'est vrai qu'il existe un vrai problème de désinformation aujourd'hui dans les pays francophones d'Afrique, qui sont parfois menés soit par le pouvoir. Il peut y avoir des campagnes de désinformation qui peuvent être menées par le pouvoir politique en place, potentiellement par des puissances étrangères. Et donc c'est vrai qu'il existe aujourd'hui un vrai problème. Il y a certaines initiatives, notamment issues de la société civile. Il me semble qu'il y en a une en Côte d'Ivoire, j'ai oublié le nom, mais il y a des initiatives qui sont menées, qui sont soutenues par l'ONU, par l'UNESCO, qui visent à lutter contre la désinformation. Malheureusement, nous, on s'est rendu compte qu'il existe aujourd'hui, il n'y a pas de pays dans lequel il y a une loi contre la désinformation qui soit clairement définie et qui œuvre vraiment, qui permet de lutter efficacement contre la désinformation et les différentes campagnes de désinformation. On constate que bien souvent, elles sont définies de manière assez vague afin de favoriser et de permettre aussi à l'État d'arrêter des opposants, des journalistes, des blogueurs en ligne. Et voilà, comme je l'ai expliqué précédemment, il y a notamment le décret de la loi du 13 septembre 2000, l'article 54 de la loi du 13 septembre 2022 en Tunisie,
qui prévoit des peines d'emprisonnement pour toute personne qui diffuse des fausses nouvelles. Sauf qu'à aucun moment il expliquait ce qu'est une fausse nouvelle. La Tunisie n'explique pas que c'est une fausse nouvelle. Il y a la loi sur la protection des symboles nationaux en Mauritanie qui prévoit aussi des peines d'emprisonnement pour les personnes qui diffusent de fausses nouvelles. Et il n'est pas expliqué comment, ce qu'est une fausse nouvelle. Et on constate aussi bien souvent que beaucoup de personnes sont arrêtées, parfois emprisonnées en vertu de cette loi. Donc malheureusement, c'est vrai que ces lois, il n'existe pas en tout cas aujourd'hui de lois qui permettent de lutter efficacement contre la diffusion de fausses informations. Je ne sais pas si Eric, tu as d'autres exemples en tête ou si tu souhaites compléter, ou Olivier. Je vous invite à lire le rapport pour qu'on puisse répondre à d'autres questions, mais qui regorge d'exemples sur ces nouvelles lois contre la désinformation et qui sont appliquées et qui mettent qui permettent de réprimer en fait des journalistes et des personnes qui utilisent leur liberté d'expression également. Et donc ça fait partie, on va dire, de la panoplie, enfin non pas de la panoplie, mais en tout cas un nouveau type d'outil législatif qui permet de censurer et de poursuivre des personnes pour des propos critiques dans le pays. Oui, voilà. Et je vais juste préciser que ce sont vraiment des lois qui favorisent aussi. Alors, bien sûr qu'il y a des personnes qui sont arrêtées, qui sont intimidées, mais aussi des personnes qui ne s'expriment pas, car elles craignent d'être emprisonnées, d'être intimidées. C'est vraiment une loi qui vise maintenant à favoriser une forme d'autocensure au sein de la société civile. C'est-à-dire que c'est qu'il y a de moins en moins cette pratique donc, de bloquer des sites web, mais aujourd'hui, il y a vraiment des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, qui n'osent pas s'exprimer du fait de ces lois. Merci. Je pense qu'il y avait une question. Une question autour des coûts. Les coûts exorbitants, c'est ça? Ouais. Les coûts liés au accès Internet. Voilà. Donc, est-ce que ça joue un rôle sur ce sujet de liberté numérique sur certains pays? Parce que si les coûts est très élevés, est-ce que c'est à cause de ça que les scores de certains pays sont C ou D, ou peut-être B et pas A? Est-ce que les coûts jouent un rôle là? Oui. Alors, peut-être si Olivier voudra, mais on a quand même noté souvent un coût exorbitant et ça joue bien sûr, tu as raison, sur le score du pays. Ne serait-ce que pour avoir accès à Internet, il faut être en mesure de le payer et souvent ce qu'on a pu observer, c'est une absence de compétition entre des acteurs, parfois un monopole de l'État, par exemple c'est le cas à Djibouti, donc un manque d'ouverture à la concurrence. Et aussi un État qui n'a pas forcément intérêt enfin, je dis ça à titre personnel, hein, mais qui n'a pas forcément intérêt à ouvrir le secteur à la concurrence, puisque comme c'est souvent un télécom national, l'État a la main dessus et ne veut pas d'un acteur privé qui puisse être un peu plus indépendant en tout cas. Non, mais cette problématique de coût est là, on rentre vraiment sur parce que je vois qu'il y a des questions en fait, y a-t-il des liens entre le coût et le nombre de câbles sous-marins, ou comment peut-on expliquer le coût élevé d'accès à Internet? On est vraiment sur un problème c'est un problème complexe parce on est sur une problématique de régulation et il faut réussir à avoir un régulateur qui fait bien son travail en fait dans les pays. C'est-à-dire que certainement les opérateurs vont gagner de l'argent où il y a une demande qui est forte, souvent dans les villes, et obliger les opérateurs peut-être à perdre de l'argent, ou en tout cas en gagner moins quand on va dans les zones dans le monde rural. Et très souvent, les opérateurs traînent les pieds pour aller dans les zones rurales parce qu'ils savent a priori qu'ils ne vont pas en gagner de l'argent, voire en perdre. Donc là, on est sur une problématique, on est vraiment sur une problématique de régulation. Au niveau des câbles, des câbles souterrains qui arrivent, ou les câbles sous-marins qui arrivent au pays, est-ce que ça... oui, s'il y a plusieurs câbles sous-marins, en fait, où il y a plus de câbles, en fait, ça crée une concurrence. Donc, ça réduit les coûts. Et c'est là où, en fait, quand on a un monopole dans le pays, ça peut être difficile
difficile de pousser autant les libertés numériques et qu'on a besoin en fait d'un minimum de concurrence. Je pense aux Comores où j'avais travaillé il y a quelques années, où en fait où il y avait un monopole. Et là, c'était une étude que j'avais travaillé avec la Banque mondiale, et la Banque mondiale avait poussé pour qu'il y ait un deuxième opérateur qui rentre, qui est Telma, et qui a permis un peu d'assainir, en tout cas, qui a réussi d'assainir le numérique aux Comores. Mais avant ça, il fallait, même Skype était bloqué, il fallait payer en fait pour avoir Skype parce qu'il y avait un monopole. Donc là, on est sur la problématique de régulation. Et je me permets aussi rapidement de souligner aussi le rôle important que peut jouer la société civile dans le coût d'accès. Je pense notamment aux différentes associations de consommateurs, et notamment un exemple au Burundi où la société civile s'est organisée, notamment avec l'association de défense des consommateurs du Burundi, afin de mener des actions et de faire pression sur le régulateur, qui est donc l'agence de régulation et de contrôle des télécommunications du Burundi, afin de faire baisser les coûts d'accès à Internet. Et ce que je veux expliquer là, c'est que c'est vrai qu'il y a la société civile qui s'organise pour lutter contre les coupures d'Internet, mais elle peut aussi s'organiser et manifester en faveur d'une meilleure connexion et afin de faire baisser les coûts d'accès à Internet. Oui, et d'ailleurs dans le rapport, par exemple, on retrouve des exemples au Mali, il me semble, dans le nord du Mali, des manifestations qui ont eu lieu pour dénoncer des tarifs extrêmement élevés pratiqués par les opérateurs, par exemple. Très bien, on est presque à la fin. Je pense qu'il y avait une question sur les chats. Avez-vous regardé l'impact de cette coupure sur la population et quelle couche... Attends, c'est pas trop clair cette question. Attends. Pour la couche, je pense que c'est pour parler de la catégorie peut-être socio-professionnelle, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est pas si... ouais. Regarde, est-ce qu'il y a... Parce qu'il y a des questions sur les chats et en même temps sur les questions de table. Regarde en même temps. En fait, cette étude, pour l'instant, c'est figé, c'est entre 2000, c'est pas 2023, c'est ça, non, c'est 2022 jusqu'à 2023, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, et ça prend pas en compte les actualités actuelles en certains pays, par exemple Sénégal et tout ça. Est-ce que c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Oui. Vas-y, Eric. Ok, donc c'est juste pour que les participants... Oui, non, c'est ça. C'est ça, on a couvert 2022, purement 2022, éventuellement, parfois, voilà, en janvier, il y avait peut-être quelques petites choses qui étaient marquantes, mais ce qui s'est passé récemment, par exemple, au Sénégal, nécessairement n'a pas été couvert, et peut-être sera couvert dans une édition 2023 de ce rapport, en tout cas. C'est ça, oui. Donc c'est aussi tout l'intérêt avec les recommandations, d'avoir des remontées via un formulaire sécurisé et d'avoir une étude annuelle pour prendre en compte toutes ces évolutions, car voilà, on se rend compte que les situations sont extrêmement mouvantes. Oui. La question qui vient en tête, c'est quoi la suite de cette étude? C'est quoi la suite de cette étude? S'il y a assez de financement? L'idée, en tout cas, c'est on a maintenant, il y a un bureau maintenant à l'AFD qui s'occupe de pousser tout ce qui est démocratie démocratie et citoyens. Donc peut-être j'espère en tout cas se saisir un peu de problématiques. Moi, je peux parler plus dans mon cas, c'est-à-dire c'est pas à l'AFD, mais aujourd'hui c'est au niveau des Nations Unies à Genève, au niveau du bureau de l'ITU. Et là, moi, j'ai en tout cas un mandat pour essayer de pousser tout ce qui est droit numérique, liberté de numérique dans les standards techniques. Ce qui va vouloir dire qu'on va essayer de faire adopter en fait à une majorité des standards techniques qui considèrent le droit numérique et le droit humain.
et ensuite d'essayer de faire qu'il soit également adopté dans les pays. Donc ça, je veux dire, dans mon cas, c'est quelque chose que je peux l'affirmer parce que c'est quelque chose que je dois faire. Pour l'AFD, on a fait ce rapport et il y a des gens en interne qui travaillent sur les droits humains et sur la démocratie et sur le numérique. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est intéressant pour l'AFD. Merci à vous, beaucoup à tous. C'était une discussion passionnante, enrichissante et inspirante sur ce sujet des libertés numériques. Les rapports, on avait partagé les liens vers les rapports. Merci de télécharger, regarder et aussi envoyer les critiques, les choses qu'on a oubliées dans cette rapport ou quelques recommandations qu'on va mettre sur les tables. Au nom de l'AFD, je remercie tous les speakers, tous les intervenants, tous nos participants en ligne. Il y avait plus de 100 personnes, 120 quelque chose, personnes connectées. Et on va avoir aussi les replays. Donc, on va voir toutes les replays et on va aussi travailler pour avoir aussi une version sur YouTube qui sera dispo. Toutes les personnes pour revoir cette magnifique webinaire. Et je voudrais aussi dire merci à tous nos supports backstage. Il y a Delphine, il y a Sylvie backstage qui nous aident pour cette webinaire. Et je remercie aussi le département de communication pour me faire monter toute cette initiative. On vous tient au courant sur les prochaines conférences Tech Talk à AFD dans vos annonces. On vous partage bientôt à la rentrée à partir de septembre. Donc, je voudrais dire merci à tout le monde et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci Claire, merci Peter, merci à tous. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.